Rebonjour les cinquièmes, une autre petite vidéo qui va explorer la troisième phase de la guerre de Cent Ans. Alors vous vous rappelez, lorsque Charles V et Louis Clameur, en 1380 à peu près chacun, eh bien le royaume de France est plutôt bien parti. Toutes les places fortes que les Anglais détenaient en France ont été reconquises, à part deux, donc Calais et Bordeaux. Le roi de France est jeune, très jeune, ce sont ses oncles qui exercent la régence, mais il est populaire, aimé du peuple, bref, tout s'annonce bien. Les finances sont au beau fixe, parfait. Les oncles donc du roi exercent la régence et le roi va décider de les chasser du pouvoir à 14 ans pour exercer le pouvoir lui-même. Bonne idée, pendant 10 ans à peu près tout se passe bien. Sauf que en 1392, le duc de Bretagne va se rebeller contre le roi de France. Les Anglais ont essayé d'infiltrer aussi la France par la Bretagne. Et le roi de France va décider de partir en expédition punitive. Il traverse la forêt du Mans quand tout d'un coup, un ermite totalement hirsute sort du bois, saisit la bride du cheval du roi par la main et hurle au roi de France « Roi de France, roi très saint, arrête-toi, tu es trahi !» Il fait extrêmement chaud, 40 degrés, racontons à l'époque. Les chevaliers qui suivent le roi sont entièrement couverts d'armure, le roi de France lui-même ne se sent déjà pas très bien, et un valet assoupi finit par laisser tomber sa lance qui résonne sur le casque du roi. On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là, mais le roi de France devient totalement dingue, sort son épée et se met à massacrer tous les hommes de sa suite. On est obligé de le maîtriser, mais 5 morts plus tard, malheur, le roi de France est devenu fou. Et cette folie ne va pas s'arranger. Au début, on va tenter de dire, bon, il est peut-être un peu déprimé, ouais, c'est normal de tuer des gens quand on est déprimé, c'est vrai. Donc on va organiser une petite fête pour lui remonter le moral. On va se déguiser en diablotin, en oiseau, avec des plumes tenues par des costumes enduits de goudron, et on va faire la fête. Sauf que un valet, là encore, laisse tomber une bougie sur un des costumes, car il voulait voir les détails d'un peu plus près, et les costumes enduits de goudron prennent feu. Alors imaginez un peu le roi de France qui est déjà pas très bien dans sa tête, qui voit tous ses amis commencer à cramer et mourir brûlés vifs. D'ailleurs, lui-même va faillir y passer, et c'est l'épouse d'un de ses frères qui va, hop, le couvrir de son manteau, ce qui va le sauver. Le roi de France, donc, glisse de plus en plus vers la folie. Il aura des petites périodes de rémission et des périodes où il va descendre au ras des pâquerettes, il va se prendre pour un Anglais, va se mettre à faire des gestes obscènes, va changer de blason, se mettre à courir en l'an tout nu dans son palais, va refuser d'être le roi de France, se croira fait de verre, refusera de se laver pendant 6 mois, bref, voyez un peu le tableau. Hein, il n'était pas très bien, Charles VI. D'ailleurs, de bien aimé, on va le surnommer immédiatement le folle. Charles VI le fou. Et pour autant, il va rester roi. C'est ça qui est incroyable finalement chez le roi de France. Du moment qu'on recevait l'onction du sacre, on était roi, quoi qu'il advienne. Même si on était totalement starbé, totalement taré, on restait roi. C'est pas beau ça? Alors le roi est fou, va se poser la question, qui va régner à sa place? Et là-dessus, on va pas réussir à s'entendre. Deux partis qu'on va appeler les Orléans et les Bourguignons vont se quereller pour prendre le pouvoir à la place du roi. Alors, pourquoi on les appelait comme ça? Eh bien, du nom d'un oncle du roi, le duc de Bourgogne, et du frère du roi, le duc d'Orléans, Louis. Un soir, Louis d'Orléans, qui couchait avec la femme du roi, on reste en famille comme ça, meurt assassiné au coin d'une rue à Paris. Les Orléans se vengent, massacre généralisé, la France plonge dans une guerre civile totale. Et l'Angleterre, me direz-vous, parce que, après tout, la guerre de 100 ans concerne la France et l'Angleterre. Que va-t-il arriver à l'Angleterre? Eh ben, l'Angleterre, pour le moment, est en guerre civile. Sauf que cette guerre civile, c'est un jeune roi qui réussit à l'avoir. C'est Henri. Henri V, roi d'Angleterre. Un jeune ambitieux, un général de talent, assez cruel d'ailleurs, qui va décider de se relancer dans la guerre de 100 ans. Ah bah pourquoi pas, il y a une opportunité en or. Regardons d'un peu plus près. Au Royaume de France a un roi totalement dingue, il y a une guerre civile. Nickel, il débarque, il se pose au milieu, il a toutes les chances de retirer ses épingles du jeu. Il débarque donc à Calais avec une forte armée et décide de s'appeler Henri de France. Rien que ça. Évidemment, les Français ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Ils décident de cesser un peu leur guerre civile pour se placer face à Henri V et les deux armées se rencontrent à Azincourt, dans le nord de la France. Sauf que Azincourt va être une boucherie pour les Français, puisque les chevaliers français qui décidément ne retiennent rien vont répéter les mêmes erreurs qu'à Crécy et à Poitiers. Ils vont charger les Anglais, alors que les Anglais sont en face d'eux, armés d'arcs et de flèches, vous vous rappelez les fameux longbows.
La chevalerie française va finir totalement décimée et tous les prisonniers, sauf quelques-uns, vont être massacrés. Car Henri V d'Angleterre ne respecte pas les codes de la chevalerie et, contrairement à tout ce qui a été fait avant lui, refuse de rançonner les chevaliers qui se constituent prisonniers et les fait tuer à la place. La noblesse française est totalement décapitée. Un des oncles du roi de France va même être prisonnier. Il restera 30 ans prisonnier à Londres. Alors la France, voilà quel est son état en 1415. Une armée totalement décimée, un roi dingue, une guerre civile qui finit par se rallumer puisqu'évidemment Orléans et Bourguignon se rejettent la faute d'Azincourt. C'est toi, non c'est pas toi qui as fait ton boulot. Et finalement, en 1420, le roi d'Angleterre conquiert toute la Normandie, arrive aux portes de Paris et finalement s'entend avec les Bourguignons pour conclure un traité. Le traité de Troyes, nous sommes en 1421, un traité qui va placer la France dans le trou le plus profond de son histoire, quasiment à part la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que le roi fou déshérite son fils, le futur Charles VII, qui est alors mineur encore à l'époque, va lui dire que c'est un bâtard, c'est pas son vrai fils. La mère du roi va dire « Oh oui, c'est vrai, c'est un bâtard, c'est pas mon fils ». Alors imaginez un peu, pauvre fils désavoué par son père et par sa mère. Ils vont nommer à leur place, vous savez qui ? Henri, roi d'Angleterre, qui va être fait prince de France. Charles VI est vieux, Henri V a gagné son pari. Il n'a qu'à attendre la mort du roi de France pour devenir roi d'Angleterre et roi de France. Sauf que, nouveau revers du destin, en 1422, le roi d'Angleterre meurt de maladie parce qu'il a bu une eau contaminée dans le donjon de Vincennes et le roi de France va mourir oublié, seul, désavoué par tous, 6 mois plus tard. Nous sommes en 1422 et le nouveau roi de France, le fils déshérité de Charles VI, donc Charles VII, règne uniquement au sud de la Loire. Tout le nord est occupé, soit par les Anglais, soit par les Bourguignons. La France n'a jamais été dans une situation aussi périlleuse. Quand, à la cour du roi de France, à Bourges, apparaît une jeune femme, prétendue envoyée par Dieu, son nom Jeanne d'Arc. Objet de la prochaine vidéo.